Bonjour à tous, on va commencer ce congrès en bonne et due forme avec une conférence plénière. Et je suis extrêmement honorée et heureuse d'accueillir aujourd'hui le professeur Debra Skin, qui est professeur de neuroendocrinologie et chronobiologie à l'université de Surrey. Beaucoup d'entre vous connaissent ses travaux. Elle a travaillé sur le polymorphisme du gène de l'horloge PER3, sur la mélanopsine, sur les fonctions de la mélatonine endogène et exogène, et sur la prise en charge et la caractérisation des troubles du rythme circadien chez les aveugles, les travailleurs postés, les voyageurs transméridiens, les gens qui sont privés de sommeil, les sujets âgés, etc. Donc elle a touché beaucoup de sujets autour de la chronobiologie et depuis quelque temps, elle s'intéresse à l'impact du sommeil, de l'alimentation, du rythme circadien sur le métabolome humain. Donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'ont aucune idée de ce que c'est que le métabolome humain. Et vous avez bien fait de vous lever tôt ce matin pour venir écouter Debra, qui est une oratrice très pédagogue, captivante, et qui va éclaircir pour nous ce que c'est que la métabolomique humaine. Debra, I'm very happy to welcome you. And the floor is yours. Il n'y aura pas de questions à la fin, mais Debra est disponible pour répondre à vos questions. Elle va rester au congrès aujourd'hui et demain. Thank you, Debra. Bonjour and merci beaucoup pour your kind words, Sandrine. And the Scientific Organizing Committee Bonjour for Sandrine, inviting me. merci au It's an honor comité to be scientifique here at organisateur. your C'est un meeting, honneur d'être ici ce matin in Lille. avec vous And, à Lille. I will, Merci pour cette je introduction, suis très désolée, je présentation. peux pas parler en français scientifiquement, mais mes français c'est vraiment bon pour les vacances, mais pas pour la science. Je parlais en anglais. Right, so il y a beaucoup d'interactions entre les horloges circadiennes, le métabolisme et le sommeil. Si nous regardons ce rythme circadien, nous allons reconnaître que nous avons différentes horloges dans notre corps. Nous savons qu'au niveau de l'hypothalamus, notre horloge principale dans ce cycle, nous savons qu'il y a beaucoup d'horloges partout dans le corps qui sont. Il est essentiel que ces différentes horloges se synchronisent, arrivent en alignement, en synchronisation pour que nous puissions optimiser notre physiologie, ce qui implique notre métabolisme. Lorsque nous regardons donc de plus près ces horloges périphériques dans le corps, vous verrez ici que pour la plupart, elles ont des fonctions métaboliques, que ce soit pour réguler le pancréas, notre estomac, le foie, les tissus adipeux blancs. Il est clair donc que ce rythme circadien joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement de notre métabolisme et nos cycles métaboliques. En fait, cela nous permet d'avoir de l'énergie lorsque nous en avons besoin, de stocker l'énergie en préparation de ces temps d'éveil. Donc nous parlons ici de ces horloges qui répartissent nos processus comportementaux et métaboliques en fonction de l'heure de la journée. C'est-à-dire que lorsque nous mangeons, nous pouvons alors métaboliser l'alimentation. Lorsque nous dormons, c'est une période de jeûne et il y a d'autres processus qui permettent de nous fournir de l'énergie pour la journée. Une autre façon de comprendre ces liens et de comprendre lorsque ces horloges sont perturbées, lorsqu'il y a un défaut d'alignement circadien ou lorsque vous manquez de sommeil, en cas de privation de sommeil, de nombreuses études ont démontré qu'il y aurait des conséquences au niveau du métabolisme. L'exemple le plus pertinent est d'étudier le travail posté. Les personnes qui travaillent en poste de rotation, nous voyons qu'ils ont des problèmes associés comme le diabète, l'obésité, des syndromes métaboliques.
des troubles du métabolisme. Les liens sont clairs, mais ce que nous ne savons pas à ce stade, c'est quels sont les mécanismes derrière, quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces maladies métaboliques humaines, qui établissent le lien clair entre le manque de sommeil et le désalignement de l'horloge circadienne. Et la restriction, la privation de sommeil, c'est toujours une question aujourd'hui à laquelle les scientifiques n'ont pas répondu. Il y a différents systèmes qui sont apparus récemment, qui nous appelons les omiques, la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique, qui permettent d'expliquer ces processus. Alors, nous avons choisi la métabolomique. Pour quelle raison? Eh bien, lorsque nous parlons de métabolomique, cela veut dire que nous allons mesurer des centaines de métabolites dans le plasma, par exemple, ou dans d'autres fluides corporels biologiques. Et nous comprenons alors, nous sommes très près du phénotype fonctionnel. Cela veut dire que si vous regardez l'ADN, par exemple, les protéines ARN, vous êtes beaucoup plus éloigné de la physiologie, mais la métabolomique est très proche de la physiologie. C'est un moyen pour nous d'essayer de bien comprendre ce phénomène de régulation du système du métabolisme et pour comprendre les troubles et leurs conséquences. Vous avez peut-être entendu parler de la métabolomique dans le cadre de la recherche de biomarqueurs. Les scientifiques recherchent les biomarqueurs. C'est une grande catégorie de travail. Alors, nous cherchons de nouveaux biomarqueurs, par exemple, pour comprendre le développement de maladies, le diagnostic de maladies et la médecine personnalisée. La métabolomique est utilisée dans ce cadre. Mais donc, pour comprendre quel est le biomarqueur métabolique fiable, valide, il faut comprendre comment ce biomarqueur va être influencé en fonction de l'heure de la journée, quelles sont les variations circadiennes et quels sont les effets du sommeil, de l'éveil, de l'activité. Et donc, il y a une dizaine d'années, nous avons entamé ces travaux pour comprendre l'étude de référence pour répondre à cette question. Notre première étude, nous nous intéressions à la variation en fonction de l'heure de la journée sur 24 heures et 48 heures. Quels sont les effets du sommeil et de la privation de sommeil sur donc le métabolisme, les critères métaboliques. Et donc, nous avons utilisé la métabolomique en utilisant ce que nous appelons la chromatographie en liquide et la spectrométrie de masse. Et avec deux approches, une approche non ciblée et ciblée, nous avons utilisé ces deux techniques dans ces travaux. Nous avons de la chance à l'université de Surrey parce que nous avons des chambres individuelles qui sont donc préparées avec une température régulée, un son atténué, une lumière contrôlée. Et nous avons aussi une technique d'échantillonnage par trou dans le mur. C'est-à-dire donc une personne peut être endormie, nous ne les dérangeons pas et nous pouvons donc prélever ainsi ces échantillons, par exemple de sang pour faire nos analyses. Voici le protocole de notre première étude. Un groupe donc s'est présenté à notre unité. Ils se sont habitués à la polysomnographie. Donc ils ont effectué les premières nuits de sommeil. Puis nous avons étudié leur vie, je dirais leur vie normale, où ils sont donc en journée exposés à la lumière, ils ont des activités, ils dorment ensuite, de ce que nous appelons donc la vie réelle en laboratoire. Puis nous continuons avec notre protocole et nous appliquons un critère qui est privation de sommeil sur 8 heures. Ils sont privés de sommeil pendant le temps où ils seraient normalement endormis et nous prélevons des échantillons sanguins sur toute l'étude. Donc cette étude, selon les traditions, nous avions malheureusement seulement des hommes jeunes comme participants à cette étude. C'est la tradition. Nous avons donc utilisé la métabolomique ciblée et non ciblée parce qu'il y a des avantages et des désavantages aux deux approches. En fait, la métabolomique ciblée est considérée comme étant un système plus
plus favorable parce que vous aurez alors des concentrations de métabolites qui sont connues. Vous savez ce que vous allez mesurer, vous pouvez avoir des graphiques standardisés et vous pouvez mieux quantifier. C'est pourquoi nous avons utilisé principalement la métabolomique ciblée. Le système utilisé, vous pouvez trouver un kit commercialisé qui permet de mesurer 180 métabolites. Les acides aminés, par exemple, les amines biogènes, les lipides, les acides carnitiers. C'est un kit, donc, qui utilise un spectromètre de masse qui s'appelle le Boissok-Sepvo que nous avons utilisé ici. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, vous n'avez besoin que d'une petite quantité de plasma. Ces études peuvent être effectuées sur les animaux, c'est ce que nous faisons aussi, mais vous pouvez alors utiliser des standards internes, des étalons internes pour la quantification, la semi-quantification, qui permettrait de corriger certains paramètres. Donc cette approche ciblée nous convenait bien. Voici les résultats de l'étude. Ce que vous voyez ici, vous voyez toutes les métabolites et les concentrations sur 48 heures. Vous voyez la différence entre le jour et la nuit. Dans le profil métabolique, cette différence est tout à fait claire. Et pendant la période de privation de sommeil, nous voyons toujours une variation entre le jour et la nuit, en rouge et en bleu, mais l'amplitude est plus faible. Voici quelques exemples de métabolites que nous avons pu observer, ce que nous appelons le glutamate. L'acide glutamate ou glutamate. Vous voyez aussi ce que nous appelons la DMA, diméthylarginine asymétrique. Vous voyez les différences claires et les différences de rythme. Nous avons observé ces 4 et les lipides. Vous voyez les rythmes du jour, les rythmes de la nuit, où il y a eu peu d'effets finalement par la privation de sommeil. Et donc voici le graphique que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Nous pouvons nous concentrer sur cette période du sommeil et les métabolites mesurés ici, et nous pouvons comparer avec la même période le lendemain et la période de privation de sommeil, et nous observons donc les différences dans les métabolites entre ces deux situations, ces deux conditions. C'est ce que nous avons fait donc en utilisant ce que nous appelons une analyse multivariante. Vous voyez donc une séparation claire, une différence claire entre la période de sommeil et la période de privation de sommeil. Et lorsque nous souhaitons rechercher, interroger quels sont les métabolites qui sont à l'origine de ces différences, nous utilisons ce que nous appelons ces chargements. En fait, je vais vous expliquer ce graphique parce que vous n'avez peut-être pas vu précédemment, mais cela veut dire qu'il y a des métabolites qui sont très présents pendant la privation de sommeil et d'autres ici sur la gauche du graphique qui sont présents plutôt pendant la période de sommeil. Nous voyons donc les métabolites présents ici qui sont très présents pendant les périodes de sommeil et ceux qui sont très présents pendant la privation de sommeil. Et les métabolites qui ne seraient pas alors des facteurs importants pour distinguer entre ces deux périodes de sommeil et de privation de sommeil. Nous pouvons ainsi comprendre quels sont les métabolites qui changent, dont la concentration change pendant ces deux périodes. Nous voyons que ce sont principalement les lipides qui varient parce que 90% des métabolites apparaissant pendant la privation de sommeil, qui ont augmenté pendant la privation de sommeil, étaient ces lipides décrits ici sur cette diapositive. Et ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était le tryptophane, un des acides aminés qui a beaucoup augmenté aussi pendant la privation de sommeil. La sérotonine
a aussi augmenté pendant la période de privation de sommeil et la taurine. Nous mesurons aussi, bien sûr, toujours la mélatonine. Et la mélatonine, nous le voyons, le taux de mélatonine augmente aussi pendant la période de privation de sommeil par rapport à la période de sommeil. Alors, si vous connaissez la biochimie, notamment la synthèse de la mélatonine, vous savez que cela commence en tryptophane, vers la sérotonine, vers la mélatonine. Cette synthèse, nous voyons que cette voie, cette synthèse s'accélère pendant la période de privation de sommeil. Je pense que nous devrions d'ailleurs effectuer une étude sur ce point. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas eu de sujet femmes. Nous avons observé seulement des hommes et nous n'avons pas non plus, je ne vous ai pas présenté les résultats de ce sommeil suite à l'étude. Eh bien, nous avons pu étudier 12 femmes. Nous avons eu cette chance et nous avons pu donc étudier les métabolites, nous avons pris des échantillons sanguins pour comprendre ce qui se passe pendant cette période de sommeil de récupération. Les données ont été publiées. Nous nous sommes intéressés donc principalement à la métabolomique ciblée de nouveau. Et ce qui nous intéresse ici est d'essayer de comprendre les similarités entre les hommes et les femmes, les similarités entre les deux études et les différences. En termes de similarité, en termes de similitude, nous voyons une grande proportion de rythmes diurnes, de rythmes sur 24 heures, qui ne sont pas affectés, cette rythmique qui n'est pas affectée par la privation de sommeil. Nous avons vu chez les hommes donc le rythme diurne dans 55% des métabolites qui ont donc gardé cette rythmique, ce rythme pendant les périodes de privation de sommeil. Deuxième point commun, nous avons vu une augmentation dans le taux de mélatonine plasmatique pendant la période de privation de sommeil, ce qui ensuite est revenu au taux de référence pendant la période de sommeil de récupération. Et nous nous sommes aussi rendus compte que la taurine et le tryptophane ont augmenté, mais pas autant chez les femmes que chez les hommes. Dans une moindre mesure chez les femmes. Et nous avons vu de grandes différences entre les hommes et les femmes ici. Et nous avons ici un graphique qui est publié, qui est disponible. Donc, nous voyons la réaction à la privation de sommeil est très différente chez les femmes par rapport aux hommes. Chez les femmes, les métabolites listés ici ont tous diminué pendant la période de privation de sommeil, sauf un des acides aminés. Et chez les hommes, je vous l'ai déjà dit juste avant, tous les métabolites ont vu une augmentation de leur taux. Et il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de point commun entre les métabolites. Alors, je vous rappelle que ces études sont toutes faites à l'université de Surrey, en utilisant exactement la même méthodologie, les mêmes chercheurs, les mêmes laboratoires et les mêmes processus d'analyse. Donc, ils ont eu la même alimentation, ils ont le même âge. Donc, nous voyons seulement vraiment une différence flagrante entre la réaction, la réponse à cette privation de sommeil du côté des femmes et du côté des hommes. Alors, la nouvelle question pour nous est quels sont les moteurs derrière ces différences? Qu'est-ce qui influence ces différences? Est-ce que c'est une différence due à l'utilisation de l'énergie qui peut être différente entre les hommes et les femmes par rapport au rythme du métabolisme, du taux métabolique? Nous allons continuer les études sur ce point. Donc jusque-là, nous voyons des rythmes quotidiens, des rythmes diurnes tout à fait clairs par rapport aux métabolites plasmatiques et métabolites urinaires. Nous voyons des différences entre l'état en alimentation ou en jeûne, le rythme circadien. Donc, dans la partie suivante, nous avons voulu comprendre l'influence du rythme circadien ou diurne. Quelle est l'influence de notre horloge interne? Pour effectuer cette expérience, nous avons dû utiliser le protocole de la routine constante.
C'est un protocole qui n'est pas facile, qui ne serait pas facile au quotidien, mais bon, nos bénévoles ont été bien rémunérés. C'est-à-dire qu'ils ont passé 40 heures sans savoir quelle heure il est. Ils étaient dans une lumière tamisée, dans un environnement de posture, toujours donc dans la même posture. Ils devaient rester en état d'éveil et avec des petits repas régulièrement. Nous avons voulu minimiser, retirer les facteurs qui pourraient influencer ce rythme, le rythme diurne par rapport au rythme circadien. Nous avons donc essayé de stabiliser les conditions autant que possible. Et si nous voyons alors des variations des métabolites, alors nous avons pu dire que cela vient de votre système du rythme endogène. Voici le protocole de notre étude. Donc après une période de référence, de sommeil et d'alimentation, nos participants ont commencé la routine constante, le protocole de la routine constante. Nous avons pu donc prélever des échantillons sanguins. Nous avions 16 hommes, 16 femmes, autour de 24 ans. Nous voyons de nouveau des différences entre les hommes et les femmes. C'est un fait tout à fait connu en métabolomique. Nous voyons des différences entre les hommes et les femmes, typiquement. Mais ce qui est intéressant est de voir les niveaux, les différences dans les niveaux des métabolites. Chez les femmes, vous voyez par exemple le sphingolipide, le sérophospholipide, et nous voyons chez les hommes des acides aminés, des amines biogéniques et acylcarnitine et phospholipides. Il faut juste connaître ces points. Nous avons vu ce que nous appelons les rythmes circadiens, rythme circadien des métabolites, mais donc un taux faible. 20% de nos métabolites ont montré des rythmes circadiens que vous voyez ici, l'alaline, citrulline, tryptophane, l'isopC chez les hommes et chez les femmes. Les rythmes sont donc moins affectés par le rythme circadien et nous pouvons donc réunir les données des deux études. Pour comprendre les différences, nous avons donc le rythme quotidien, diurne, que nous pouvons dire normal, et nous avons pu comparer avec notre routine constante. Nous avons pu ainsi donc comprendre l'effet de l'alimentation, du sommeil, du jeûne sur notre profil métabolique. Une étude effectuée par mes étudiants, mon étudiante, Madame Chaudhary, étudiante en doctorat. Nous avons pu comprendre donc le rythme du cortisol, la mélatonine. Vous voyez ici par exemple votre horloge principale au niveau du noyau suprachiasmatique. Nous voyons donc le rythme circadien qui reste en place pendant notre vie quotidienne, la vie réelle, disons. Mais lorsque nous comptons les métabolites, le protocole est tout à fait différent. Si nous observons par exemple l'alanine, si vous regardez la ligne rouge, vous voyez qu'à chaque fois que la personne s'est alimentée, l'alanine a augmenté. Le taux d'alanine, donc, est influencé par l'alimentation, les repas. Et lorsque nos participants ont dormi, vous voyez l'effet du jeûne, qui est ce creux ici. C'est donc la période de sommeil et de jeûne. Mais si vous oubliez la ligne rouge, regardez la ligne bleue. La ligne bleue, donc le rythme circadien de l'alanine dans les conditions de routine constante. Et nous pouvons donc comprendre l'effet
de l'alimentation, du sommeil, etc. Au niveau de la leucine, phénylalanine, vous voyez aussi les réactions à l'alimentation, au repas. Vous voyez les pics de la ligne rouge qui n'existe pas au niveau de la ligne bleue de la routine constante. Donc, la plupart des acides aminés montrent donc une réaction suite au repas, une réponse suite au repas. Et la question, donc, est est-ce qu'il y a une différence pendant les périodes de jeûne et de sommeil? Puis, si nous nous intéressons aux lipides, les lipides perdent cette rythmicité, ce rythme, pendant la routine constante. Vous voyez cette ligne bleue qui reste tout à fait stable. En conclusion, pour cette première partie de ma présentation, nous voyons des différences claires entre les hommes et les femmes. Nous voyons les rythmes sur 24 heures au niveau des métabolites, mais nous savons que ces rythmes sont influencés finalement par notre environnement externe, les repas, l'état de repos, de sommeil. Il n'y a que 20% des métabolites qui sont véritablement influencés par notre rythme interne, sans influence des critères externes. Donc maintenant, nous avons étudié ces deux sujets avec la même méthodologie. Nous pouvons maintenant nous intéresser au cas du travail posté, des travailleurs en poste de rotation. J'ai beaucoup étudié ce profil de participants par rapport à cette référence, à cette étude de référence. Ce que nous faisons, c'est donc nous prenons des sujets sains, puis nous faisons une simulation de travail posté en laboratoire pour pouvoir véritablement contrôler les conditions et contrôler les conditions de l'expérience. Donc, j'ai effectué cette étude avec Sven Dolan de l'Université de Washington. Donc, les participants, les personnes qui ont un travail posté, vous savez, cela va perturber le rythme de sommeil, le rythme des repas. Ils vont donc dormir et manger à d'autres moments par rapport aux travailleurs diurnes, purement diurnes. Donc, nous avons étudié des personnes en travail posté. Donc, ils dormaient la nuit et ils étaient éveillés, réveillés le jour. Puis, nous avions des participants qui dormaient la journée, qui étaient réveillés la nuit. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc prélevé des échantillons ici au niveau de la ligne orange. Et donc les échantillons, vous voyez, ont tous été pris dans les mêmes conditions. Nous avons donc essayé d'évaluer les effets du poste précédent, du travail en poste qui précède l'échantillon, qui précède notre étude. Nous avons donc étudié la mélatonine, la libération de la mélatonine et le cortisol. Vous voyez qu'après 3 jours de travail en poste, nous voyons peu d'influence, d'impact sur la mélatonine et le cortisol, très peu de changements. Mais nous le savons depuis longtemps que si vous travaillez la nuit, vous travaillez la nuit, de nuit de suite, alors le système circadien, votre horloge au niveau du noyau suprachiasmatique ne change pas beaucoup. Nous le voyons ici au niveau de la mélatonine et du cortisol. Nous voyons un changement qui représente 30 minutes dans la journée, donc un changement lent et faible. Nous nous attendions à ce résultat, mais ce qui a été surprenant pour nous, c'est cette image ici. Nous voyons un métabolite qui s'inverse complètement, dont le rythme s'inverse complètement, même sur 3 jours uniquement. Nous voyons donc 90% des métabolites qui se sont inversés au niveau de leur rythme. Ce graphique démontre alors l'étendue du changement. Nous voyons donc le pic. Nous avions donc 37 métabolites respectant un rythme, le même rythme
pour le travail le jour et le travail la nuit. Si nous avons un pic qui se trouve sur cette ligne, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de changement. Vous voyez au niveau de la mélatonine, au niveau du cortisol, et vous voyez trois autres métabolites. Nous avons ici la sarcosine, la sérotonine et la taurine qui n'ont pas bougé. Donc, cela veut dire qu'elles s'alignent par rapport à l'horloge du noyau suprachiasmatique. Mais regardons aussi les autres métabolites qui se sont inversés, presque complètement inversés dans leur rythme. Nous avons là un véritable défaut d'alignement entre le profil métabolique et notre horloge interne, notre horloge du noyau suprachiasmatique. Il y a un véritable désalignement entre l'horloge et le métabolisme. C'était donc très intéressant pour nous de comprendre que le rythme de la plupart des métabolites dissociés du rythme du noyau SCN nous démontre un désalignement. Ce profilage métabolique dans le plasma peut fournir une fenêtre, une idée de ce qui se passe au niveau des horloges périphériques. Nous pouvons alors évaluer la fonction de l'horloge métabolique des horloges périphériques. Et cela nous permet de comprendre pourquoi nous voyons chez les travailleurs postés ces conséquences sur le métabolisme, et ce désalignement peut l'expliquer, ce désalignement entre les horloges périphériques et l'horloge interne du noyau suprachiasmatique. Nous avons donc utilisé la métabolomique de nouveau, et le défi est de comprendre les facteurs qui contribuent à ce défaut d'alignement. Est-ce que ces métabolites s'alignent plus, se modifient plus en fonction du rythme d'alimentation de jeûne ou de sommeil et d'éveil, les périodes de repos et d'activité? Nous avons besoin d'effectuer des études complémentaires. Nous cherchons des financements d'ailleurs. Si vous avez quelques idées, nous sommes preneurs pour vraiment comprendre quelles sont les influences pour pouvoir minimiser ce défaut d'alignement circadien, ces perturbations métaboliques. Nous savons que nous avons effectué cette étude. Nous avons publié une revue de toutes les études sur le rythme circadien, l'influence des rythmes circadiens et des horloges internes et des horloges périphériques. Vous pouvez bien sûr lire ces publications si cela vous intéresse. Puis nous nous sommes intéressés au sujet des maladies. Le premier sujet que nous avons étudié était donc le diabète de type 2 et aussi l'obésité. Nous avons donc mis en place deux groupes. Nous avons donc un groupe mince et un groupe obèse. Il y avait donc les participants étaient tous des hommes d'un âge moyen. Nous avions donc entre guillemets le sujet sain, mince et en surpoids ou obèse. Puis nous avions donc des personnes avec un diabète de type 2. Nous avons étudié ces participants en laboratoire. Nous avons pris donc des échantillons sur 24 heures. Nous avons donné à nos participants des milkshakes, des boissons isocaloriques nommées Fortisip. Ils avaient de l'eau à volonté. Ils pouvaient donc aussi, bien sûr, dormir, et pendant cette période de sommeil, ils jeûnaient. Et donc, nous avons suivi la leptine plasmatique. Vous voyez une augmentation de la leptine plasmatique au niveau des participants diabétiques et encore davantage chez les participants obèses par rapport aux participants minces. Nous nous attendions à ce résultat, puis nous avons utilisé la métabolomique sur ce profil aussi. Vous voyez les graphiques, les résultats. Nous voyons que ce n'est pas tant le rythme qui a changé chez les groupes, mais c'est véritablement au niveau des niveaux. Vous voyez une augmentation au niveau des acides aminés
à chaîne ramifiée, l'isoleucine, la leucine et la valine. Nous voyons une augmentation plus importante chez les personnes en surpoids et encore plus importante chez les personnes souffrant de diabète. L'acylcarnitine et l'acylcarnicine, à chaîne courte, il n'y a pas tant de changements dans le rythme non plus, mais une variation importante au niveau des taux, des niveaux des métabolites. Donc, nous savons qu'il y a un effet de l'IMC sur le profil métabolomique. Et donc, chez les personnes diabétiques, nous voyons aussi que le métabolome est différent, se comporte différemment. D'autres scientifiques se sont intéressés à ces questions, bien sûr, mais nous étions les premiers à étudier ces rythmes et cette rythmique. Et maintenant, donc, nous allons essayer de lier ces constats aux troubles du sommeil. C'est le sujet abordé aujourd'hui. Et donc, quels étaient les défis qui se présentaient à nous? Un rappel, tout ce que j'ai présenté aujourd'hui en tant que scientifique, vous savez que ce ne sont des études qui ont été effectuées en laboratoire, parce que nous pouvons alors obtenir des échantillons, différents échantillons, sur de longues périodes, sur plus de 24 heures. Nous pouvons contrôler tous les paramètres, l'IMC, l'âge des participants, si ce sont des hommes ou des femmes. Mais donc après, nous n'avons que des échantillons, un petit nombre d'échantillons. Après, d'autres études pourraient être effectuées sur le terrain ou en clinique. Mais dans ce cas, alors, nous aurions des échantillons uniques. Un seul échantillon sanguin de la part d'un seul patient qui pourrait être recueilli à une heure différente. Nous aurions certainement des variations d'IMC, d'âge. Donc, ce serait donc un système beaucoup plus hétérogène. Mais vous pourriez avoir davantage d'échantillons. Dans ce cas, j'étais ravie de pouvoir collaborer avec Yves Dauvilliers et son équipe, Lucie Barato, notamment où nous avons pour la première fois pu étudier la signature métabolomique des patients souffrant de narcolepsie. Nous avons reçu ces échantillons de la part d'Yves à Montpellier. Et ce qui nous intéressait, pourquoi ceci nous intéressant? Eh bien, nous intéressait, donc vous savez que les patients de type NT1 ont souvent une IMC, un indice de masse corporelle plus élevé, et donc un taux d'obésité assez important. Et donc nous cherchions à identifier les différences en termes de profil métabolique plasmatique entre ces patients souffrant de NT1, donc avec narcolepsie, et notre groupe témoin. Donc bien sûr, vous pourriez lire l'article si vous êtes intéressé pour connaître tous les détails de l'étude. Nous avons donc 117 patients souffrant de narcolepsie, nous avons 116 participants témoins. Donc les échantillons ont été pris entre 7h et 8h avec les participants à jeun, sans influence de médicaments. Et donc nous avons pu à Montpellier utiliser donc les vidéos, étudier beaucoup d'autres informations très utiles avec différentes techniques. Voici donc un des graphiques. Nous nous sommes intéressés donc aux résultats chez les patients NT1 par rapport au groupe témoin. Nous voyons donc en cas de IMC normal, la séparation n'est pas parfaite, n'est pas extrêmement claire. Vous voyez à gauche et chez les patients souffrant d'obésité, la séparation est assez claire tout de même entre le groupe témoin et le groupe NT1. Et nous voyons ici en bas du graphique, ce graphique en barre nous donne la description de chaque métabolite. Et nous pouvons donc prendre ces métabolites et obtenir une analyse des voies métaboliques communes. Nous voyons des voies métaboliques qui sont activées dans ces deux conditions. Je souhaitais souligner ici les voies métaboliques les plus communes, que ce soit ces voies qui étaient donc les mêmes en cas d'IMC faible ou IMC élevé. Nous voyons au niveau du métabolisme de la glycine et de la sérine
le métabolisme de l'acide arachidonique et le métabolisme du tryptophane. Les métabolites derrière ces voies, nous voyons que c'est principalement le glutamate et la sérotonine. Nous voyons qu'ils sont plus élevés dans le profil des patients NT1. Donc, il y a encore beaucoup de travail à effectuer dans ce domaine. Nous espérons pouvoir identifier, bien sûr, des biomarqueurs clairs, des biomarqueurs métaboliques pour les patients NT1. Bien sûr, nous devons continuer ces études, ces recherches dans ce domaine. Nous sommes sur la bonne voie, je dirais, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de travail pour que ceci devienne beaucoup plus clair pour nous, et je souhaitais présenter un point pertinent pour nous et pour vous, je pense. Nous voyons ici dans ce graphique tous les groupes de métabolites, tous les métabolites individuels que nous avons en haut de ce tableau. Et au niveau de cette colonne à gauche, vous voyez les paramètres, les critères qui ont une influence pour les patients. Nous pouvons alors voir s'il y a une corrélation claire, un lien clair entre la concentration des métabolites et ces différents paramètres qui peuvent être, comme par exemple les différences de sommeil. Et donc, nous nous intéressons au sommeil, la durée du sommeil lent, la latence du sommeil et les mouvements de jambes périodiques. Dans cette catégorie, vous voyez ces carrés rouges qui établissent donc la corrélation claire au niveau des métabolites entre les patients NT1 ou les patients témoins. Nous perdons donc cette corrélation chez les patients NT1. Nous avons donc remarqué ceci, mais nous ne savons pas pourquoi encore. C'est un sujet donc très intéressant de se demander si la maladie a un effet sur cette corrélation. Et nous allons donc continuer les études sur ce sujet pour mieux comprendre ce phénomène. En conclusion, j'espère que maintenant, je vous ai donné une certaine idée du rôle de la métabolomique pour mieux comprendre la régulation des temps d'éveil, des temps de sommeil, la régulation des rythmes circadiens. Nous avons parlé particulièrement des voies métaboliques, des voies particulièrement concernant la sérotonine, le tryptophane, le système carnitine de bêta-oxydation, les acides gras. Nous pensons que c'est un outil particulièrement puissant pour élucider les mécanismes reliant la restriction de sommeil, le désalignement circadien et les perturbations métaboliques, comme par exemple chez les travailleurs en travail posté. Nous avons pu suivre ces synchronisations, le fonctionnement de l'horloge périphérique en cas de défaut d'alignement circadien. Et donc, si nous pouvons identifier de manière fiable ces biomarqueurs, vous pourrez suivre les perturbations de sommeil, du rythme circadien, comprendre s'il y aurait des biomarqueurs pouvant être utilisés comme diagnostic pour certaines maladies. Donc, si vous cherchez vous-même à travailler en métabolomique, j'aimerais souligner comment améliorer la qualité des données pour différents types d'études, comme les études que nous avons réalisées. Je recommande donc d'essayer de contrôler en particulier à quelle heure de la journée l'échantillon sanguin a été prélevé. Essayez aussi de contrôler la date. En quelle saison est-ce que vous faites votre étude? Et il vous faut donc la date, l'heure des prélèvements sanguins. Il faut connaître donc votre géolocalisation, longitude, latitude. Et donc, il faut aussi que nous sachions depuis combien de temps les personnes sont réveillées dans le cadre de cette étude. Essayez d'avoir un échantillon d'une personne à jeun, contrôler leur alimentation, l'heure des repas, et notez toujours dans vos données l'information de ce qu'ils ont ingéré, combien de temps est-ce qu'ils ont... Pendant combien de temps est-ce qu'ils ont mangé? Quels ont été les horaires où ils ont été réveillés, endormis?
parce que ce sont des personnes qui travaillent de jour, qui travaillent par poste. J'aimerais remercier mes collègues à l'Université de Surrey, l'équipe métabolomique. Nous avons donc notre propre équipe interne. Nous avons pu véritablement contrôler les données ici. Nous avons donc le groupe chronobiologie. Nous travaillons maintenant avec l'équipe d'Yves à Montpellier. Tout ceci a été extrêmement intéressant pour nous. Merci à toutes et tous pour votre attention.